Je suis rentré tôt, ma belle-sœur était dans mon lit avec mon mari. Je me suis figé. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Il a couru après moi, paniqué. Attends, j'ai tout gâché. Ça ne se reproduira plus. Je n'ai rien dit. Parce que ce que j'ai fait ensuite, il ne l'a jamais vu venir. Je suis rentré tôt. Ma belle-sœur était dans mon lit avec mon mari. J'ai figé. Puis, je me suis retourné et je suis sorti. Il a couru après moi, paniqué. Attends. J'ai fait une bêtise. Ça n'arrivera plus. Je n'ai rien dit, car ce que j'ai fait ensuite, il ne l'a jamais vu venir. Je me souviens d'abord du son, le léger bourdonnement du lave-vaisselle, constant et indifférent, comme si rien n'avait changé dans cette maison. C'était un jeudi soir, un peu après 20 heures. J'avais quitté le travail tôt, car la clinique était calme, le genre de calme qui vous fait sentir inutile. Je me suis arrêté pour faire le plein, j'ai sauté le dîner, et je suis rentré en ne pensant qu'à une douche et au silence. La lumière du porche était allumée, ce qui n'était pas inhabituel. Ce qu'il était, c'était la paire de chaussures supplémentaires près de la porte, des ballerines pour femmes, beige, et non les miennes. Un instant, je suis resté là, mes clés toujours à la main, envisageant les possibilités d'une manière calme, presque clinique. Une voisine, peut-être. Ma belle-sœur, Rebecca, restait chez nous de temps en temps depuis sa séparation. Elle passait parfois sans prévenir, apportant parfois du vin, parfois des opinions. J'ai ouvert la porte. La maison sentait légèrement le nettoyant aux agrumes et quelque chose d'autre, un parfum doux et déplacé. La télévision du salon était en sourdine, projetant une lumière bleue sur les murs. Pas de voix, pas de rire. Juste les appareils électroménagers et le léger grincement du plancher sous mes chaussures. J'ai passé la cuisine, puis l'îlot où j'avais signé les papiers de refinancement il y a 2 ans. Mon nom, d'abord. Mon revenu, le plus important, mon historique de crédit, le plus stable. C'était une décision pratique. Ethan, mon mari, avait accepté à l'époque sans trop réfléchir, souriant de sa manière facile, reconnaissant d'être porté par un système qui lui demandait rarement de rendre des comptes. La lumière du couloir était éteinte. La porte de la chambre était entr'ouverte. Je l'ai poussée. Pendant une seconde, rien n'avait de sens. Ni les formes, ni les couleurs, ni le rythme du mouvement qui s'est arrêté trop tard. Puis les détails se sont alignés, les cheveux de Rebecca contre mon oreiller, sa blouse déboutonnée, Ethan se tournant, une main toujours à sa ceinture, les yeux écarquillés d'une manière presque théâtrale. Personne n'a parlé. J'ai senti mon corps se figer, comme si quelque chose en moi avait décidé d'économiser de l'énergie. Il n'y avait pas de chaleur, pas de montée de colère, pas de rupture dramatique, juste une séparation nette et froide entre ce que je voyais et ce que j'allais faire. Je me suis retourné. Je suis sorti. Claire, attends. Sa voix venait de derrière moi, déjà tendue, déjà cherchant des explications qu'il n'avait pas encore formulées. Ce n'est pas s'il te plaît, juste je ne me suis pas arrêté. J'ai descendu le couloir, passant devant les photos encadrées de notre mariage, l'anniversaire de ses parents, une carte de Noël que nous n'avions jamais envoyée et je suis entré dans le salon. Mon sac était sur la chaise où je l'avais laissé ce matin-là. Je l'ai ramassé, vérifié mon téléphone, mes clés, mon portefeuille, comme si je partais pour une course ordinaire. Claire. Il était plus proche maintenant, le souffle irrégulier, les pas rapides. J'ai fait une bêtise. Je sais ce que ça donne, laisse-moi juste expliquer. J'ai ouvert la porte d'entrée. Ça n'arrivera plus. Il a dit les mots, se bousculant. Je te jure, ça ne voulait rien dire. Rebecca, je suis sorti sur le porche. Il m'a suivi, pieds nus, l'air frais de la nuit contre la peau nue de ses bras. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je l'ai regardé alors, non pas avec colère, pas même avec déception, mais avec une sorte d'attention tranquille, comme si je le voyais clairement pour la première fois. Il y avait de la peur sur son visage, oui, mais aussi autre chose, un réflexe, une habitude de minimiser, d'aplanir les choses avant qu'elles ne deviennent réelles. J'ai fait une bêtise, répéta-t-il, plus doucement maintenant, comme si le volume pouvait rendre la chose plus vraie. J'ai hoché la tête une fois, non pas en signe d'accord, mais en reconnaissance, comme on hoche la tête à un étranger qui a dit quelque chose d'insignifiant. Puis je suis monté dans ma voiture.
Il est resté là, une main levée, comme s'il pouvait encore m'arrêter. Il ne l'a pas fait. Le moteur a démarré. Les phares ont balayé la pelouse, sur la boîte aux lettres portant notre nom de famille commun, peint en lettres noires soignées. J'ai conduit. Au premier feu rouge, mes mains ont commencé à trembler. Non pas violemment, juste un petit tremblement persistant. Je les ai posées à plat sur le volant, sentant la texture sous mes paumes, m'ancrant dans quelque chose de solide. Il fut un temps où j'aurais appelé quelqu'un. Ma mère, peut-être. Une amie de l'université. N'importe qui aurait pu absorber le choc et me dire ce que je ressentais. Mais cette nuit-là, je n'ai pas cherché mon téléphone. J'ai laissé le silence pesant et intact. J'ai pris une chambre dans un hôtel en bordure d'autoroute, propre, anonyme, le genre d'endroit qui sent légèrement l'eau de Javel et le désodorisant industriel. Le réceptionniste n'a pas posé de questions. Il m'a tendu une carte clé et un reçu. Son expression était habituelle et neutre. Dans la chambre, j'ai posé mon sac sur la commode et me suis assise au bord du lit. La télécommande gisait là où quelqu'un l'avait laissée, légèrement inclinée vers les oreillers. Je ne l'ai pas allumée. Mon téléphone a vibré. Ethan, s'il te plaît, parle-moi. Ethan, ce n'est pas ce que tu crois. Ethan, Rebecca part. Je lui ai dit de partir. Ethan, où es-tu? J'ai lu les messages une fois, puis j'ai posé le téléphone face cachée. Quelques minutes plus tard, un autre message. Ethan, je suis désolé. Celui-là est resté un peu plus longtemps à l'écran. Non pas parce qu'il importait, mais parce qu'il était simple, sans fioriture, plus proche de la vérité que les autres. Pourtant, cela ne changeait rien. Les excuses, j'avais appris au fil des ans, n'étaient souvent qu'une façon de demander du temps. Et le temps, à ce moment-là, était la seule chose que je n'étais pas prête à donner. Je me suis allongé sur le lit, fixant le plafond. L'unité de climatisation cliquetait doucement, s'allumait et s'éteignait. Quelque part dans le couloir, une porte se ferma. Des pas passèrent, puis s'estompèrent. J'ai commencé à penser, non pas par fragments, non pas par explosions émotionnelles, mais par séquences. Que fallait-il faire? Que pouvait-on sécuriser? Qu'est-ce qui était déjà compromis? La maison était à mon nom. Le compte principal était joint, mais la majorité des dépôts, mes dépôts, étaient traçables. Le fonds de retraite, les polices d'assurance, les cartes de crédit. Il y avait une structure à tout cela, un système qui pouvait être examiné, ajusté, protégé. Je me suis assise. Mon téléphone était toujours sur la commode, l'écran sombre reflétant un léger contour de mon visage. Je l'ai pris, j'ai ouvert un nouveau message, non pas à Ethan, mais à quelqu'un dont j'avais enregistré le numéro il y a des années et que je n'avais jamais utilisé. Laura Simons, droit de la famille. Mes pouces ont plané au-dessus du clavier un instant, puis ont bougé. Bonjour Laura. C'est Claire Bennett. Nous nous sommes rencontrés brièvement à la collecte de fonds Henderson l'année dernière. J'ai besoin de prendre rendez-vous pour une consultation le plus tôt possible. C'est urgent. J'ai lu le message une fois, vérifiant le ton, la clarté. Pas d'excès, pas d'explication. Je l'ai envoyé. La pièce semblait différente après cela. Pas plus chaude, pas plus sûre, mais plus définie, comme si les bords des choses s'étaient aiguisés. Le choc était toujours là, quelque part sous la surface, mais il ne contrôlait plus la direction de mes pensées. Mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois avec une réponse. Claire, je suis disponible demain matin à 9 h. Pouvez-vous passer au bureau? J'ai tapé en retour, oui, merci. J'ai posé le téléphone et me suis allongé à nouveau. Mon esprit était déjà en avance. Des documents, des comptes, des conversations qui devraient avoir lieu, des décisions qui devraient être prises. À l'extérieur, une voiture passa sur l'autoroute, ses phares illuminant brièvement les rideaux avant de s'estomper dans l'obscurité. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis que j'avais ouvert cette porte de chambre, j'ai senti quelque chose s'installer en moi. Non pas le pardon, pas même l'acceptation, mais une résolution tranquille et délibérée. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais pas demandé d'explication. Et je n'allais pas le faire. Au moment où j'ai franchi la porte du bureau de Laura Simons le lendemain matin, je ne pensais pas à ce que j'avais vu.
Je pensais à ce que cela signifiait. Le bâtiment était dans un quartier calme de la ville, extérieur en briques, portes vitrées propres, le genre d'endroit qui signalait la stabilité sans trop d'efforts. À l'intérieur, tout était ordonné, murs neutres, diplômes encadrés, une réceptionniste qui m'a accueilli par mon nom comme si j'avais déjà franchi une ligne invisible, passant de l'incertitude à la décision. Claire, dit Laura en sortant pour me rencontrer, me tendant la main. Sa poignée était ferme, son expression posée. Entrez. Son bureau donnait sur un petit parking et une rangée d'arbres qui commençaient juste à se parer des couleurs de l'automne. Elle fit un signe renifleux pour que je m'assoie, puis ferma la porte derrière nous. « Je suis désolée que vous soyez là dans ces circonstances, dit-elle, non sans gentillesse. Mais je suis contente que vous soyez venu rapidement. Le timing est important. » J'ai hoché la tête. Je ne voulais pas attendre. Bien. Elle s'assit en face de moi, ouvrit un dossier et cliqua une fois sur son stylo. Commencez par le début, mais restez factuel. Nous aborderons la partie émotionnelle plus tard. Alors, je l'ai fait. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Je lui ai dit qui était Rebecca, ma belle-sœur, techniquement toujours mariée au frère aîné d'Ethan, bien qu'ils aient été séparés depuis des mois. J'ai expliqué comment elle avait fait des allers-retours chez nous pendant cette période. Parfois, elle passait la nuit, parfois elle partait tôt le matin avec des explications vagues et un sourire distrait. Laura a écouté sans m'interrompre, ne prenant que des notes occasionnelles. Des soupçons antérieurs, a-t-elle demandé quand j'ai eu fini. Oui, dis-je après une brève pause, mais rien que je puisse prouver. Quel genre de soupçons? Des changements de comportement, dis-je. Ethan travaillait plus souvent tard. Rebecca était trop souvent présente. Des conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Laura hocha la tête. C'est courant. Ça ne commence rarement de manière soudaine. Cela devient juste visible d'un coup. J'ai laissé cela s'installer un instant. Ce que j'ai besoin de savoir, continua-t-elle, c'est votre position financière et légale. C'est là que réside votre levier. Je m'étais attendu à cette question. La maison est à mon nom, dis-je. Achetée avant notre mariage. Refinancée il y a 2 ans, toujours uniquement sous mon nom. Bien, dit-elle, prenant une note. Hypothèque? Payée à temps depuis mon compte. Compte joint. Un compte courant principal, dis-je, mais la plupart des dépôts sont les miens. Mon salaire y est versé. Il contribue, mais de manière inconsistante. Compte de retraite? Séparé. Le mien est significativement plus important. Des retraits importants ou des transferts récents? J'ai hésité. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas encore vérifié en détail. Faites-le aujourd'hui, dit-elle. Immédiatement après être parti d'ici. Cherchez tout ce qui est inhabituel. Retrait d'espèces, virement vers des comptes inconnus, augmentation des dépenses. Les personnes qui franchissent déjà une ligne ont tendance à en franchir d'autres. J'ai hoché la tête à nouveau, plus fermement cette fois. Maintenant, dit-elle, se penchant légèrement en arrière, nous parlons de stratégie. Le mot tomba avec un poids silencieux. Vous avez des options, continua-t-elle, mais le plus important en ce moment est le contrôle. Contrôle émotionnel, contrôle financier, contrôle légal. Vous avez déjà fait le premier pas en quittant la maison sans confrontation. Cela vous donne du temps. Du temps. Ethan l'avait demandé hier soir, comme si c'était quelque chose que je pouvais lui donner négligemment, comme un jeu de clés supplémentaire. Déposez la plainte en premier, dit Laura. C'est important. Ça donne le ton. Ça montre l'intention. Et ça l'empêche de vous devancer légalement. Est-ce que ce sera compliqué, ai-je demandé. Ça dépend de sa réaction, dit-elle. Mais d'après ce que vous m'avez dit, vous êtes dans une position solide. La maison est à vous. Vos revenus sont stables. Il n'y a pas d'enfants impliqués. J'ai expiré lentement. Je n'avais pas réalisé que je retenais mon souffle. Et elle, ai-je demandé. Rebecca? L'expression de Laura ne changea pas. Légalement, elle est hors de propos. Moralement, c'est une autre conversation. Mais le tribunal ne s'en soucie pas autant que les gens le pensent. J'ai presque souri à cela, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si précis. Que dois-je faire ensuite, ai-je demandé.
Aujourd'hui, dit-elle, vous rentrez chez vous quand vous savez qu'ils ne sont pas là. Vous rassemblez vos documents, déclaration de revenus, relevé bancaire, papier d'hypothèque, tout ce qui est lié aux actifs. Vous sécurisez vos comptes personnels. Changez les mots de passe. Si vous avez des cartes de crédit partagées, envisagez de les bloquer. Et lui, ai-je demandé. Est-ce que je lui parle? Pas encore, dit-elle. Pas avant de vous être protégé. Pour l'instant, tout ce que vous direz sera utilisé pour négocier, pour minimiser, pour retarder. Vous ne lui devez pas ça. Cela, plus que tout ce qu'elle avait dit, a réglé quelque chose en moi. Vous ne lui devez pas ça. Quand j'ai quitté son bureau, l'air extérieur était plus vif, plus clair. Je suis resté un instant dans ma voiture, passant en revue tout ce dont nous avions discuté, non pas en victime rejouant les événements, mais en personne se préparant à un processus. Mon téléphone a vibré. Ethan. Je n'ai pas dormi. S'il te plaît, dis-moi juste où tu es. Ethan, Rebecca est partie. Je lui ai dit de ne pas revenir. Ethan. Nous devons parler. J'ai lu les messages, puis j'ai ouvert mon application bancaire. Les chiffres sont apparus à l'écran, solde familier et structuré, date de transaction. Pendant un instant, tout semblait normal. Puis j'ai fait défiler. Il y a 3 jours, un virement que je n'ai pas reconnu. Il y a 2 semaines, une série de retraits assez petits pour passer inaperçus, mais constants. Un paiement vers un compte que je ne connaissais pas. J'ai senti quelque chose bouger, non pas de la colère, pas même de la trahison, mais une confirmation. Laura avait eu raison. Ce n'était pas une seule erreur. C'était un schéma. J'ai pris des captures d'écran, les ai enregistrées, les ai organisées dans un dossier. Puis je me suis connecté aux paramètres du compte et j'ai changé le mot de passe. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs. J'ai vérifié les cartes de crédit, même schéma, petites dépenses, lieux inconnus. Chaque étape était méthodique, délibérée. En début d'après-midi, j'étais garé à un pâté de maison de chez moi. La rue semblait la même, calme, les voisins vacants à leur routine. Rien dans le monde extérieur ne reflétait ce qui s'était passé à l'intérieur de ces murs. J'ai attendu de voir la voiture d'Ethan sortir de l'allée. Il n'a pas regardé vers la rue. Il ne m'a pas vu. J'ai compté jusqu'à 30. Puis j'ai avancé. La porte d'entrée était déverrouillée. À l'intérieur, la maison me semblait différente, non pas parce que quelque chose avait changé physiquement, mais parce que je la voyais sans la couche d'hypothèse que j'avais portée pendant des années. Les meubles, les photos, les détails soigneusement choisis, tout me semblait maintenant des preuves, et non du réconfort. J'ai agi rapidement. Les documents d'abord, classeur dans le bureau, tiroir supérieur. Déclaration de revenus renifle, papier d'hypothèque, police d'assurance. Je les ai rangés dans un dossier, puis dans mon sac. La chambre ensuite. Le lit était fait. Ce détail, si petit, si délibéré, m'a presque arrêté. Comme si la propreté pouvait effacer ce qui s'y était passé. Je ne l'ai pas laissé faire. J'ai ouvert mon placard, sorti une valise, et commencé à emballer des vêtements, des essentiels, rien de sentimental. Je ne quittais pas ma vie. Je la déplaçais. Mon téléphone a vibré à nouveau. Ethan, je rentre tôt. S'il te plaît, ne pars pas. J'ai regardé le message, puis la pièce autour de moi. J'ai fermé la valise. Pour la première fois depuis la nuit précédente, j'ai parlé à haute voix, bien que personne ne soit là pour m'entendre. Tu es déjà trop en retard. J'ai pris mon sac, mes documents, et suis sorti de la maison. Je n'ai pas verrouillé la porte derrière moi. Au moment où Ethan a réalisé ce que je faisais, c'était déjà en cours. C'était l'avantage du silence. Il ne s'annonçait pas, ne demandait pas la permission, n'invitait pas à la négociation. Il se déplaçait discrètement, pas à pas, jusqu'à ce que la structure des choses ait bougé sous vos pieds. J'ai passé les 48 heures suivantes en mouvement. Non pas émotionnellement, mais logistiquement. Laura a déposé la requête dès le lendemain matin. Différence irréconciliable, un langage propre et neutre pour quelque chose qui avait été tout sauf ça. Elle a joint une demande d'ordonnance provisoire, usage exclusif de la maison, protection financière, et un avis formel empêchant la dissipation d'actifs.
déposer la plainte en premier, contrôler le rythme, avait-elle dit. Et nous l'avons fait. Pendant que la paperasse avançait dans le système, j'ai construit le périmètre de ma vie. J'ai ouvert un nouveau compte courant à mon nom uniquement, dans une autre banque. J'y ai transféré mon prochain salaire, mis à jour les dépôts directs et redirigé les paiements automatiques. Charges, assurance. Mon prêt automobile, tout ce qui pouvait être séparé l'a été. Non par dépit, mais par clarté. Le compte joint est resté pour l'instant, mais il ne manquerait plus. J'ai consulté mes rapports de crédit auprès des 3 bureaux, mis en place des alertes à la fraude et un gel temporaire. Cela semblait excessif, presque paranoïaque, mais Laura avait insisté. Les gens ne réfléchissent pas clairement quand ils perdent le contrôle, a-t-elle dit. Protégez-vous des décisions qu'ils pourraient prendre par panique. Panique. Je l'ai vu dans ses messages. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. Je ferai n'importe quoi. Parle-moi juste. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je voulais le punir, mais parce que chaque mot que je lui aurais donné serait devenu un fil qu'il aurait pu tirer, quelque chose pour retarder, pour adoucir, pour remodeler le récit. Et je n'étais plus intéressé par les récits. J'étais intéressé par les résultats. Le samedi matin, j'ai de nouveau rencontré Laura. Cette fois, nous avons tout examiné en détail. Les comptes, les virements que j'avais trouvés, la documentation que j'avais rassemblée. Elle a étudié les captures d'écran, son expression se faisant légèrement plus vive. Ces retraits, dit-elle en tapant sur la page. Ils sont réguliers. Assez petits pour éviter la tension, assez constants pour indiquer une intention. Qu'est-ce que cela signifie, ai-je demandé. Cela signifie que nous l'incluons, dit-elle. Non pas comme une accusation, mais comme un fait. Cela renforce votre position, montre une incohérence financière de son côté. Et Rebecca, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Toujours légalement hors de propos, dit-elle. Mais si elle a reçu une partie de ses fonds, directement ou indirectement, cela pourrait avoir de l'importance. Avez-vous des preuves? Pas encore. Alors nous ne spéculons pas, dit-elle. Nous restons précis. La précision. C'était en train de devenir une sorte de langage que je comprenais instinctivement. Au moment où j'ai quitté son bureau, les étapes suivantes étaient claires. La signification aurait lieu lundi. Il serait officiellement informé, sans ambiguïté, sans place pour une réinterprétation. Le système prendrait le relais là où l'émotion n'avait pas sa place. Cet après-midi-là, je suis retourné à la maison une dernière fois. Non pas pour récupérer quoi que ce soit, j'avais déjà pris ce qui importait, mais pour me tenir dans l'espace sans urgence, sans choc. La voiture d'Ethan était dans l'allée. J'ai hésité un instant, me demandant si je devais faire demi-tour pour éviter la confrontation dont Laura m'avait averti. Mais quelque chose en moi a résisté, c'était toujours ma maison, mon espace, ma décision. Je suis entré. Il était dans la cuisine, debout près du comptoir, le téléphone à la main. Quand il m'a vu, il s'est figé d'une manière qui reflétait la nuit précédente, mais cette fois il n'y avait pas de confusion, seulement de l'anticipation. Claire, dit-il d'une voix basse et prudente. Dieu merci. Je ne savais pas si tu étais. Je suis là quelques minutes, dis-je en posant mes clés sur le comptoir. C'est tout. Il hocha rapidement la tête, comme si l'accord pouvait m'empêcher de repartir. Ok. Ok, c'est bon. Il y eut un moment de silence, étiré par tout ce qui n'avait pas été dit. J'ai essayé de te joindre, dit-il finalement. Je voulais juste. J'ai besoin d'expliquer. Je l'ai regardé, non pas avec malveillance, mais sans invitation. Tu as eu le temps, dis-je. Tu pourras expliquer à ton avocat. Le mot tomba entre nous, avocat, solide, inamovible. Son expression changea, la confusion cédant la place à quelque chose de plus vif. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda-t-il. Tu le sauras lundi, dis-je. Claire. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix monta légèrement, teintée de quelque chose d'approchant la peur. C'est insensé. Nous n'en avons même pas parlé. Il n'y a rien à parler, dis-je. Ce n'est pas vrai, dit-il rapidement. Les gens font des erreurs. Nous les surmontons. C'est ça, le mariage. J'ai laissé cela s'installer un instant.
Le mariage est aussi la confiance, dis-je. Et le respect. Et les limites. Je sais, dit-il en s'approchant. J'ai brisé ça. Je comprends. Mais ça ne veut pas dire qu'on jette tout. Tout. La maison, les comptes, les années. Il pensait toujours en termes de pertes, de ce qu'il pourrait perdre, de ce qui pourrait être sauvé. Je pensais en termes d'alignement, de ce qui ne correspondait déjà plus. Je ne jette rien, dis-je. Je remets les choses à leur place. Il me fixa, cherchant quelque chose, de la colère peut-être, ou de l'hésitation. Il ne trouva rien. Et Rebecca? Demanda-t-il soudain, comme si prononcer son nom pouvait forcer un résultat différent. Et elle? Dis-je. Ce n'était pas. Ce n'était pas sérieux. Il a dit les mots, de plus en plus vite maintenant. Elle traverse une période difficile. C'est juste. C'est arrivé. C'est arrivé, ai-je répété, non pas comme une question. Il hocha la tête presque avec empressement, comme si l'accord pouvait adoucir les angles. Oui, exactement. C'était une erreur. J'ai soutenu son regard. Alors tu devras vivre avec, dis-je. Pendant un instant, il ne bougea pas. Puis ses épaules s'affaissèrent légèrement, la première faille visible dans la structure qu'il avait essayé de maintenir. Claire, dit-il doucement, s'il te plaît. Encore une fois, la demande, la tentative de me ramener à une conversation qui n'existait plus. J'ai pris mes clés. Je ne serai plus sur ton chemin bientôt, dis-je. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-il, sa voix se tendit à nouveau. Ça veut dire, dis-je en m'arrêtant à la porte, que ce ne sera plus ton problème très longtemps. Je suis sorti avant qu'il ne puisse répondre. Derrière moi, j'ai entendu la porte s'ouvrir, c'est pas rapide, incertain. Claire, attends. Je ne me suis pas retourné. Le lundi à 10h17, il a été servi. Je n'étais pas là pour le voir. Mais je n'avais pas besoin de l'être. Car à ce moment-là, tout ce qui comptait était déjà en marche. L'appel est arrivé à 10h42. J'étais assise à mon bureau, un graphique ouvert sur mon écran, le curseur clignotant dans un espace où je n'avais rien tapé depuis plusieurs minutes. La clinique s'animait autour de moi. Des téléphones qui sonnaient, des pas dans le couloir. Le rythme tranquille d'un lundi normal. Mais j'étais ailleurs, suspendu entre ce qui s'était déjà produit et ce qui était sur le point d'arriver. Mon téléphone a vibré une fois. Ethan. Je l'ai laissé sonner. Il s'est arrêté. Puis a recommencé. J'ai posé le téléphone face cachée et je suis retourné au graphique. 2 lignes plus loin, il a vibré à nouveau, puis encore et encore, le schéma devenant insistant, presque frénétique. À 10h47, il s'est arrêté. À 10h49, un message est arrivé. Que as-tu fait? Je l'ai lu une fois, puis j'ai verrouillé l'écran. À 11h03, Laura a appelé. Il a été servi, a-t-elle dit, son ton mesuré et professionnel. La réaction initiale était prévisible. Il a été surpris, contrarié, a posé beaucoup de questions. Je suis sûr qu'il l'a fait, dis-je. Il aura un avocat d'ici la fin de la journée, a-t-elle poursuivi. C'est la norme. En attendant, nous procédons comme prévu. L'audience pour les ordonnances provisoires est fixée pour la semaine prochaine. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. D'accord. Claire, a-t-elle ajouté, sa voix s'adoucissant légèrement. C'est là que les choses peuvent devenir compliquées, non pas légalement, mais personnellement. Il pourrait essayer de vous contacter plus agressivement. Des membres de la famille pourraient s'impliquer. Restez constante. Pas d'engagement direct. Je comprends. Et une dernière chose, dit-elle. Nous avons demandé l'usage exclusif de la maison, avec effet immédiat après les ordonnances provisoires. Compte tenu de la structure de propriété, nous avons un dossier solide. Un dossier solide. J'ai raccroché et je suis resté assise un instant, laissant les mots s'installer. De l'autre côté de la pièce, quelqu'un a ri, léger, insouciant, complètement déconnecté du changement qui venait de se produire dans ma vie. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Ethan. C'était sa mère. J'ai fixé le nom une seconde, puis j'ai laissé sonner. Un message vocal a suivi presque immédiatement.
Je ne l'ai pas écouté. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon calendrier et bloqué les prochains jours au rendez-vous, réunions, tout ce qui manquerait dans la routine. La structure était importante. Elle empêchait tout de s'effondrer en réaction. À midi, j'ai pris ma pause déjeuner dehors. L'air était frais, le ciel d'un bleu plat et ininterrompu. Des gens renifles passaient devant moi, certains en blouse, d'autres en tenue de travail, tous vaquant à des vies qui n'avaient pas été interrompues. Je me suis assise sur un banc et j'ai enfin écouté le message vocal. Claire. La voix de sa mère commença, tendue d'émotion. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Ethan vient de nous appeler. Il est très contrarié. Il a dit que tu avais demandé le divorce sans même lui parler. Ce n'est pas comme ça que les familles gèrent les choses. J'ai mis le message en pause. Ce n'est pas comme ça que les familles gèrent les choses. J'ai laissé la phrase s'installer, l'examinant comme j'avais examiné tout le reste ces derniers jours, non pas pour son poids émotionnel, mais pour sa structure, ses hypothèses. Puis j'ai appuyé sur lecture. Tu dois venir, a-t-elle poursuivi. Nous devons nous asseoir et en discuter. Rebecca est là et, eh bien, il y a clairement eu un malentendu. Rappelle-moi dès que tu auras ce message. Un malentendu. J'ai terminé le message. Un bref instant, j'ai envisagé de répondre, non pas pour me défendre, non pas pour expliquer, mais simplement pour corriger le langage. Pour remplacer un malentendu par quelque chose de plus précis. Mais la précision n'était pas le but de ce message. Le contrôle l'était. Je me suis levé, j'ai essuyé mes mains sur mon manteau et je suis rentré à l'intérieur. Quand je suis rentré le soir à l'appartement que j'avais loué pour le mois, il y avait 12 appels manqués sur mon téléphone. 8 d'Ethan, 2 de sa mère, 1 de son frère et 1 d'un numéro inconnu. Je les ai tous ignorés. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai examiné les documents que Laura m'avait envoyés, des brouillons des dépôts, des notes sur l'audience à venir, une liste d'éléments que je devrais fournir. Tout était précis, structuré, tourné vers l'avenir. Il n'y avait pas de place pour le débat. Mercredi, Ethan s'est présenté à la clinique. Je l'ai vu à travers les portes vitrées avant qu'il ne me voie, debout juste à l'entrée, scrutant la pièce, sa posture tendue d'urgence. Un instant, j'ai envisagé de demander à la réception de le renvoyer. Puis je ne l'ai pas fait. Je suis entré dans le couloir. Il m'a vu immédiatement. Claire, dit-il en se dirigeant vers moi, le soulagement éclairant son visage. Enfin. J'ai essayé de. Tu ne devrais pas être ici, dis-je en gardant ma voix égale. Je ne savais pas où aller d'autre, dit-il. Tu ne réponds pas au téléphone. Tes emails, rien. C'était intentionnel, dis-je. Il s'arrêta à quelques mètres, comme si une ligne invisible avait été tracée entre nous. C'est insensé, dit-il en baissant la voix mais pas son intensité. Tu as demandé le divorce pour une erreur. Une seule. Je l'ai regardé. Ce n'était pas une, dis-je. Il a secoué la tête rapidement. D'accord, d'accord. Plus d'une. Mais ce n'est pas la question. La question est de réparer. C'est ce que les gens font. Les gens prennent aussi leurs responsabilités, dis-je. Je le fais, a-t-il insisté. Je t'ai dit que j'avais fait une erreur. Je suis désolé. Je ferai tout ce qu'il faut. Alors commence par accepter ce qui se passe, dis-je. Son expression se crispa. Ce qui se passe, c'est que tu réagis de manière excessive. Voilà. Pas de remords, pas de compréhension. Minimisation. Je réponds, dis-je, appropriatement. À quoi, demanda-t-il, la frustration perçant maintenant. À quelque chose qui est déjà fini, Rebecca est partie. Je lui ai dit de partir. J'ai coupé court. J'ai soutenu son regard. Tu n'as pas coupé court, dis-je. Tu t'es fait prendre. Les mots tombèrent plus durement que je ne m'y attendais, non pas parce qu'ils étaient durs, mais parce qu'ils étaient exacts. Il tressaillit. Un instant, aucun de nous ne parla. Puis il expira longuement et irrégulièrement. Claire, dit-il, plus doucement maintenant, nous avons une vie, une maison. Tu ne peux pas simplement effacer ça. Je n'efface rien, dis-je. Je le sépare. C'est la même chose, marmonna-t-il. Non, dis-je, ça ne l'est pas.
Il me regarda, puis me regarda vraiment, comme s'il essayait de concilier la personne debout devant lui avec celle qu'il pensait connaître. « Ce n'est pas toi, dit-il finalement. » J'ai presque souri. « C'est exactement moi, dis-je. Tu n'as juste jamais eu à le voir avant. » Il ouvrit la bouche, puis la referma. Autour de nous, la clinique s'agitait, des gens passaient, des conversations avaient lieu, la vie continuait d'une manière qui semblait presque surréaliste face à l'immobilité de ce moment. « S'il te plaît, dit-il une dernière fois. » J'ai secoué la tête. « Tu auras des nouvelles de mon avocate, dis-je. » Puis je me suis retourné et j'ai redescendu le couloir. Je n'ai pas regardé en arrière. Vendredi, la version de son histoire s'était répandue dans sa famille. Du moins, des versions. Je l'ai apprise indirectement par une amie commune qui a appelé pour prendre des nouvelles, sa voix prudente, ses questions indirectes. « Ils disent que tu es froide, a-t-elle dit. Que tu ne lui parles même pas. » Je suis froide, dis-je. C'est le but. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Eh bien, dit-elle lentement, il ne s'attendait pas à ça. Moi, oui. Car pendant des années, j'avais été celle qui aplanissait les choses, qui absorbait les tensions, qui faisait de la place aux erreurs des autres. Maintenant, ce n'était plus le cas. Et cela, plus que le divorce, plus que les dépôts légaux, plus que la perte de la maison à laquelle ils pensaient avoir droit, était ce qui les déstabilisait. Non pas la conséquence. Le changement. L'audience a duré moins de 40 minutes. Il a fallu plus de temps pour se garer que pour établir ce qui était déjà vrai depuis le début. Nous étions assis l'un en face de l'autre dans une petite salle d'audience, mur neutre, boiserie polie, une juge qui avait vu des versions de cette histoire plus de fois que nous ne pouvions compter. Laura a prononcé la plupart des paroles. J'ai répondu quand on me le demandait, en gardant un ton mesuré, des mots précis. Ethan avait engagé un avocat. Plus jeune que Laura, plus vif dans le ton, mais moins ancré. Il a tenté de présenter la situation comme une réaction émotionnelle excessive, une tension conjugale, un égarement temporaire, une chance de réconciliation. La juge ne s'y est pas attardée. Restons en nos faits, a-t-elle dit en regardant le dossier. Titre de propriété, contribution financière et demande d'ordonnance provisoire. Les faits. La maison était à mon nom. Le prêt immobilier avait été payé depuis mon compte. La documentation sur le comportement financier irrégulier d'Ethan avait été soumise. Il n'y avait pas d'argument là-dessus, seulement de la résistance. J'ai juste besoin de temps, dit Ethan à un moment donné, sa voix se brisant légèrement. Pour renifler-arranger les choses, pour y remédier. La juge le regarda, non pas sans bienveillance, mais sans indulgence. Monsieur Bennett, dit-elle, ce tribunal n'est pas là pour réparer des relations. Il est là pour régler des questions juridiques. La distinction s'imposa dans la salle. Les ordonnances provisoires furent accordées. Usage exclusif de la maison, mien. Protection financières appliquées. Un calendrier pour les prochaines étapes fut établi. C'était, à tous égards, une procédure. Et pourtant, alors que nous nous levions pour partir, je sentais le poids de cela, non pas comme un triomphe, non pas comme un soulagement, mais comme une finalité. Devant le palais de justice, Ethan m'a rattrapé. « Claire, s'il te plaît. » Je me suis arrêté. Non pas parce que j'avais quoi que ce soit à dire, mais parce que je ne voulais pas que ce moment me suive indéfiniment. Certaines choses devaient se terminer proprement. Il se tenait à quelques mètres, les épaules affaissées, son expression dépouillée de l'urgence qu'il avait définie toute la semaine. « Je ne pensais pas que ça irait si loin, dit-il. » J'ai hoché la tête une fois. « Je sais. Je pensais. » Il hésita, cherchant quelque chose qui tiendrait encore. « Je pensais que nous avions plus de temps. » Du temps. Le même mot encore. Tu en avais, dis-je. Tu ne l'as juste pas utilisé. Il baissa les yeux vers le sol, puis me regarda. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire, demanda-t-il. La question était sincère cette fois, pas une tactique, pas un délai. J'y ai réfléchi. Sois honnête, dis-je, avec toi-même au moins. Il laissa échapper un léger souffle, quelque chose entre un rire et une expiration. C'est tout. C'est tout ce qui reste, dis-je. Il y eut un silence. Puis il hocha la tête une fois, lentement,
comme s'il reconnaissait quelque chose qu'il ne pouvait pas encore entièrement comprendre. D'accord, dit-il. Je me suis retourné et je suis parti. La maison me semblait différente quand je suis revenu. Pas vide, juste plus silencieuse, plus définie. L'air portait la même légère odeur de nettoyant aux agrumes, le même doux bourdonnement des appareils, mais sans la tension sous-jacente que je n'avais pas réalisée auparavant. J'ai posé mes clés sur le comptoir, au même endroit que d'habitude. Un instant, je suis resté dans la cuisine, regardant autour de moi, non pas ce qui s'était passé, mais ce qui restait. Les murs. La structure. La vie que j'avais construite pièce par pièce, bien avant qu'elle ne soit partagée. J'ai traversé la pièce lentement. Le salon a changé, sauf pour l'absence de bruit. Le bureau des dossiers, des documents soigneusement empilés, désormais organisés d'une manière qui reflétait la réalité, non les hypothèses. La chambre. Je me suis arrêté à l'embrasure de la porte. Puis je suis entré. Le lit était fait, comme avant. Les mêmes draps, le même arrangement. Je les ai retirés. Non par colère, non comme un acte symbolique, mais parce que c'était pratique, nécessaire. Je les ai remplacés par un nouveau jeu, propre, immaculé, neutre. Quand j'ai eu fini, la pièce avait exactement la même apparence. Mais ce n'était pas le cas. Les semaines qui ont suivi ont été calmes, pas faciles, mais stables. Il y a eu des réunions, des documents, des conversations qui sont restées dans les limites fixées par Laura. Renifle, il y a eu des moments de fatigue, de réflexion, du genre de clarté qui ne vient qu'après que quelque chose a été entièrement brisé et examiné. Ethan a déménagé. Rebecca a complètement disparu du récit, non pas parce que quoi que ce soit avait été résolu, mais parce qu'elle n'avait plus de place dans celui-ci. Sa famille a pris contact quelques fois, moins souvent, moins insistamment. Le langage est passé de l'accusation à la distance, de la certitude à l'incertitude. Je n'ai pas interagi. Non par ressentiment. S'éclaircit la gorge mais par alignement. Un après-midi, environ un mois plus tard, j'ai rencontré une connaissance commune à l'épicerie. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-elle prudemment. Je voulais juste dire que j'admire la façon dont tu as géré ça. J'ai souri, petit, poli. Je ne l'ai pas géré, dis-je. J'y ai répondu. Elle hocha la tête comme si elle comprenait, bien que je ne sois pas sûr qu'elle le fît. En m'éloignant, je pensais à la différence. Gérer quelque chose implique un contrôle sur l'événement lui-même. Répondre reconnaît que l'événement s'est déjà produit et que ce qui importe est ce que l'on fait ensuite. Le divorce s'est finalisé sans drame. Pas de batailles interminables, pas de révélations de dernière minute, juste de la paperasse, des signatures, et la clôture tranquille d'un chapitre qui s'était déjà terminé bien avant que le tribunal ne le reconnaisse. Le matin où cela est devenu officiel, je me suis réveillé tôt. Non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. La maison était silencieuse, du genre de silence qui se gagne plutôt que de s'imposer. La lumière filtrait par les fenêtres, douce et uniforme, touchant les bords des choses sans exiger d'attention. J'ai fait du café, me suis assise à la table de la cuisine, et pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait rien qui me pesait, aucune tension non résolue, aucune attente du prochain message, de la prochaine explication, du prochain changement. Juste de l'espace. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, non pas comme une succession de torts, mais comme une série de choix. Les siens. Les miens. Et le point où ces choix avaient cessé de s'aligner. Il n'y avait aucune satisfaction dans sa perte. Aucune victoire dans son regret. Seulement une reconnaissance tranquille que j'avais cessé de le protéger des conséquences de ses actes. Et ce faisant, je m'étais protégé moi-même. Plus tard dans la journée, je suis sorti sur le porche. La boîte aux lettres portait toujours mon nom de famille, peint dans les mêmes lettres noires soignées. La pelouse avait besoin d'être tondue. L'air portait le léger son du trafic au loin. Tout était ordinaire. Et cela, plus que tout, ressemblait à une sorte de paix. Dernière phrase pour l'audio. Je n'ai pas détruit sa vie. J'ai juste cessé de le protéger des conséquences. Si cette histoire vous a marqué, si vous avez déjà dû choisir le silence plutôt que le chaos ou le respect de soi plutôt que le confort, prenez un moment pour réfléchir à ce que ce choix signifie. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si vous souhaitez plus d'histoires comme celle-ci, ancrées dans la réalité,
vrai et d'une puissance tranquille, pensez à vous abonner. Parfois, la chose la plus forte que nous puissions faire est simplement de cesser de sauver les mauvaises personnes.